10 euros offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Ils sont en train d'exploser. Moi aussi, un petit peu. Les amis, j'espère que tout roule pour vous. On est vendredi 18h02. Ça fait, je pense, à peu près 10 heures consécutives non-stop que je suis en train de faire des recherches sur cette vidéo. Un peu de pré-montage aussi. Donc très très content d'en venir à bout et d'en être au moment de l'enregistrement. Si vous avez vu la FAQ, le moment de l'enregistrement, le meilleur moment. On y est. Ils sont en train d'exploser. J'espère que tout roule pour vous et que votre week-end à vous, il a bien démarré et déjà démarré tout court. Très content de vous retrouver pour parler de mes 10 joueurs du début de saison. La saison a démarré depuis 2-3 mois maintenant. Qui est en train de s'imposer comme un breakout player? Alors, petit détour pour expliquer ce concept. Vous savez, je suis un grand fan de NBA. Peut-être un peu trop, peut-être que ces anglicismes n'ont rien à faire dans le monde du foot, mais je kiffe la NBA, la saison reprend, d'ailleurs semaine pro c'est semaine à la fois de Champions et reprise de la NBA, mercredi 22 octobre, reprise de la NBA, quel kiff. Du coup, cette saison reprend il y a quelques jours, on a drafté nos équipes avec mes potes, vous savez qu'on a une ligue de fantasy, c'est la 3e saison pour moi, voilà mon équipe. Elle est draftée Durant, Kawhi, Butler, Murray, Booker, Buzelis, Camara, Mitchell Robinson, Andrew Nembhard, Jay Huff, Donovan Clingan, Nicholas Claxton, Lonzo Ball, Ace Bailey et Davion Mitchell. Voilà mon équipe. En NBA, il y a un concept. Vous le voyez là, toutes ces petites lignes vertes. Espérons que la saison tourne bien pour moi. C'est les breakout candidates. Les candidats breakout qui vont peut-être vivre une année breakout. Qu'est-ce que c'est le breakout? Dur à dire exactement. Donc là, j'ai pas mal de notes pour essayer de poser une définition. Je me suis dit peut-être déjà littéralement le joueur qui perce ou qui éclot. On s'en approche un petit peu. C'est pas exactement ça. Peut-être ce qui s'en approche le plus, c'est un joueur qui sur une saison change de dimension. Je me suis noté les joueurs qui sont en train de passer une vitesse et donc qui changent de statut. Peut-être c'est une augmentation substantielle de leurs minutes. Il y a de la place désormais dans ce 11 et ils prennent des minutes de titulaires. Ils prennent des minutes de titulaires à forte exposition. Championnat, peut-être en foot, là on va faire 5 championnats majeurs, compétition internationale européenne, sélection internationale. On les voit plus dans des grands matchs et il peut y avoir plusieurs changements de dimension. Il y a plusieurs niveaux, bien sûr. Il y a le changement de dimension, par exemple. Ce gars, c'était un inconnu total et il est devenu titulaire d'un club top 5 de son championnat et il est fort. Ça peut être genre un mec dont on connaissait le nom. Maintenant, c'est un des top talents de sa ligue. Ça peut être un super joueur qui est en train de devenir maintenant une superstar absolue. Il y a pas mal de manières de changer de dimension, mais tous ces gars sont en train de devenir quelque part des tauliers. Et surtout, peut-être la meilleure manière de dire pour un breakout player, une breakout year, peut-être ça c'est pas mal, c'est de se dire, ce joueur-là, dans quelques années, si ça a bien marché et si ça a été effectivement une breakout year, il reviendra sur son début de carrière et dira « Ah ouais, 2025-2026, c'est là où tout a basculé pour moi. » Donc, j'ai sorti des mecs, j'en ai 10, je les ai classés de 10 à 1, j'en ai forcément oublié. Les gars, j'ai forcément oublié des joueurs. Donc, s'il vous plaît, premier réflexe, c'est pas d'aller dans les commentaires et de me dire « Mais comment t'as pas pu mettre lui? C'est incroyable de pas le choisir. » Honnêtement, s'il remplit les critères, s'il remplit la définition et que je ne l'ai pas mis, c'est juste que je l'ai oublié. Donc, vous pouvez me mettre dans les commentaires un mec que j'ai oublié en étayant, en fournissant les arguments pour. Mais j'ai fait de mon mieux. On s'énerve pas, chill. Et aussi, petit truc supplémentaire, il y aura une surprise à la fin, notamment pour ceux qui kiffent la NBA. 3-4 minutes qui vont être cool. On est parti, ça va être duré podcast. Et la 10e place, j'ai mis Yann Diomandé. Alors, Yann Diomandé, c'est lui. C'est un ailier gauche ivoirien de 18 ans. C'est lui qui est à Leipzig. Et il a fait un petit peu comme Stan, le Sénégalais qui allait vivre au Canada dans son enfance. Yann Diomandé, il est ivoirien, mais assez tôt dans sa vie, il est allé vivre aux États-Unis, en Floride. Il a étudié au lycée et joué pour l'équipe de la Yulee High School, Go Hornets, photo que j'ai trouvée sur Google. Donc, il a fait ses gammes au lycée américain, ici, Yulee Hornets. Après, il a fait 2 années à la DME Academy, une institution pour les jeunes sportifs prometteurs. Il a été recruté mercato hivernal dernier, donc il y a genre 9 mois, par les Ganes, transfert libre, pas d'indemnité.
6 mois plus tard, Leganés descend, à la fin de la saison dernière, Leganés descend en 2e division. Ils le vendent 20 millions à Leipzig. Pas mal. Belle plus-value. En 6 mois de travail, sympa. À Leipzig, Yann Diomandé a joué tous les matchs, 4 des 7 en tant que titulaire. Et du coup, il a été sélectionné par la Côte d'Ivoire au rassemblement d'octobre. C'était un rassemblement critique pour la qualif. On en parlait sur la zone euro. Il y avait cette grosse confrontation Côte d'Ivoire-Gabon. Je pense qu'ils avaient fait match nul sur le rassemblement de septembre. Donc, ils avaient gardé la première place, mais avec seulement un petit point d'avance. Il fallait qu'ils gagnent ces 2 matchs contre les Seychelles, facile. Contre le Kenya, peut-être pas aussi facile. Il a joué les deux. Il a joué les deux en tant que titulaire, Yann Diomandé. Et il a marqué dans les 2 matchs. Son but, d'ailleurs, contre le Kenya, le 2e match pour Yann Diomandé, c'est un but qui met parfaitement en lumière ses qualités. Donc, c'est un ailier gauche, droitier, percussion, dribble de ligne, entre à l'intérieur et une frappe pied droit pour aller trouver le petit filet opposé. C'est effectivement Yann Diomandé, une machine à dribble. Sur ces minutes, pour l'instant, certes, c'est un échantillon relativement réduit parce qu'on est sur le début de saison. 830 minutes jouées par Yann Diomandé. 93e centile en action qui amène à un tir parce qu'il est 99e centile en portée progressive et 99e centile en dribble réussi. Il passe 4 dribbles par match. C'est absolument une machine à dribble. C'est un inventeur d'espace pour ceux qui avaient vu. C'est pas la vidéo YouTube la plus vue de l'histoire, mais elle existe. Le match de pré-saison Leipzig-Toulouse, peut-être des potes toulousains qui ont vu cette rencontre ici. C'est peut-être pas un bon souvenir pour eux parce que Leipzig a gagné 7-0 et Yann Diomandé ici il a tapé une action sur le 6-0 en pleine surface, typique Yann Diomandé, dribble entre 2, 3, rentre et finit pied gauche. En vrai, il est droitier, c'est un ailier gauche droitier, il a un top pied gauche, il marque pas mal du pied gauche, donne des passes décisives pied gauche aussi. Ça c'était contre Valladolid en fin de saison dernière, le dernier match de Liga avec Leganés. Dribble, pleine surface, finition, pied gauche encore. Il avait donné 2 passes décisives dans ce match, au moins une pied gauche ici, avec une percussion depuis la gauche. Et il a aussi, vous l'avez vu peut-être sur son profil FBRF, il a aussi un bon volume défensif. Alors c'est peut-être des stats qui sont augmentés par la saison dernière à Leganés, qui devait beaucoup défendre, mais quand même 99e centile en interception, 99e centile en bloc, 86 en tacle. Grosse activité, c'est pas pour rien, j'imagine que Leipzig l'a pris. Leipzig aime bien presser et contre-presser. Il est ici dans le match de pré-saison contre Toulouse, ballon gagné haut, et derrière tout de suite, le dribble en première intention. Et alors qu'il est en train d'entrer comme ça sur son pied droit, on pourrait penser à une touche en plus. Il sort cette passe depuis son pied gauche, donc il n'a aucune hésitation à utiliser son pied gauche. Elle est un peu masquée et elle permet à son coéquipier de marquer le 7-0. Ouais, franchement, assez intéressant le profil. Et donc, ce qu'il est en train de faire à Leipzig, il est en train de le faire avec pas mal de minutes titulaires, aussi parce que Antonio Nusa était blessé. Je ne sais pas si c'était la cheville, où il y a eu 3-4 matchs. Maintenant, il est revenu. On l'a vu avec la Norvège en plus. Il y a eu 3-4 matchs où Nusa n'était pas là. C'est là que Diomandé a pris ses matchs en tant que titulaire. J'imagine que les ailes titulaires de Leipzig pour cette saison, c'est quand même Nusa et Bakayoko. Autre côté, c'est sympa d'ailleurs, hein, franchement. Leipzig qui fait un bon début de saison, hein, qui avait perdu 6-0 contre le Bayern en ouverture, mais derrière qui a perdu aucun match de Bundesliga, qui est 3e avant les matchs de ce week-end. Et c'est au plus Romulo qui joue, je crois, pour l'instant, en pointe. Mais Bakayoko, Nusa et Konrad Harder du Sporting, peut-être le nouveau Gyökeres, on en parlait à l'époque Sporting. Ça fait un beau trio. En tout cas, Yann Diomandé, il peut jouer aussi sur la droite. On a vu, il a un pied gauche intéressant. Et il est devant la hiérarchie. Dans la hiérarchie, il est devant Timo Werner, par exemple, Tidiane Gomis. C'est vraiment le 3e ailier. Donc, il y aura du temps pour lui. Et ouais, c'est pas titulaire, donc je sais pas si ce sera la breakout season complète, mais son début de saison, il a un petit truc breakout aussi, surtout quand tu combines le fait qu'il ait joué avec la Côte d'Ivoire et qu'il ait joué les 2 derniers matchs titulaires. Simon Adingra a un petit peu perdu son rang de titulaire dans cette équipe, donc il est vraiment en train de se faire un nom et il pourrait passer de joueur de lycée américain à titulaire à la Coupe du Monde américaine en l'espace d'1 an et demi. Donc c'est peut-être la breakout season de Yann Diomandé. En tout cas, son début de saison est assez marquant. Et c'est notre 10e place. Je pouvais mettre un mec peut-être un petit peu plus sur la frange de cette liste.
mais j'ai mis donc Yann Diomandé. 9e position, Jacobo Ramon. Alors, on connaît bien sûr déjà une star hispanophone de Como vendue par le Real Madrid et qui a gardé une clause de rachat, mais Nico Paz, lui, il a déjà breakout la saison dernière. C'était notre rookie de la saison dernière. Il y a un autre mec dans cette catégorie, c'est Jacobo Ramon. 20 ans, grosso modo, il a quasi pas joué pour le Real de sa carrière. Alors, une apparition au Mondial des clubs, 3 petites apparitions en Liga la saison dernière pour 203 minutes de temps de jeu, 12 minutes en Champions, une titularisation en Coupe du Roi. Mais voilà, grosso modo, et en 23-24, quasiment rien, c'était plus de la Youth League, et il joue avec l'équipe réserve. Il a été acheté 2,5 millions d'euros par Como cet été, et il est devenu, Jacobo Ramon, le central titulaire de Fabregas. 1m96 pour Jacobo Ramon, bonne mobilité pour sa taille, notamment balle au pied, où il aime beaucoup percer, se retrouver dans le dernier tiers comme ça, et en plus, il a une super batte, genre là, casse 2 ou 3 lignes par la passe. C'était un match de pré-saison contre le Betis. C'est un défenseur central droitier, mais avec sa grande taille, 1m96, je rappelle, sa facilité balle au pied, il est un petit peu dans l'archétype d'In Huysen. Et je pense sur les stats avancées, il y a pas mal de projections. 85e centile en action qui amène à un tir pour un défenseur central. 89e centile en dribble réussi, 99e centile en ballon touché dans la surface de réparation adverse, tout en étant 99e centile en tacle, 99e centile en duel aérien remporté. C'est bon, encore une fois, petit échantillon, 619 minutes seulement. Ce Como est intéressant. Il a été expulsé l'autre jour contre le Genoa, 88e minute. Je trouvais un peu sévère l'expulsion si vous allez voir les images. Mais c'est intéressant, il a tout de suite retrouvé sa place de titulaire. Il était titulaire, dernier match de Serie A contre l'Atalanta. Como, le Como de Fabregas, s'est aussi fait prêter Diego Carlos dans les dernières heures du mercato. Et donc la charnière, c'est Ramon Carlos. Et pour Ramon, un joueur comme ça, qui passe de grosso modo joueur de Castilla à titulaire dans un club top 10 de Serie A qui vise l'Europe cette saison, comme on en a parlé l'autre jour, s'il fait une saison comme il est parti pour la faire à 32, 34 titularisations minimum en Serie A et que Como confirme, le Real a une clause de rachat. Est-ce que la charnière centrale du Real demain c'est Ramon Huysen, les deux géants, les deux tours de contrôle avec deux super pieds? Je sais pas si il a le niveau Real Madrid, mais il est en train de vivre son année d'éclosion. Clairement, il est en train de vivre l'année qui est en train de lancer sa carrière. Jacobo Ramon a 20 ans, et ce qu'on voit en Serie A pour l'instant, très intéressant. Alors là, vous allez me dire si j'abuse. 8e place, j'ai mis Tyler Morton. Est-ce que je suis biaisé ici? En gros, on a avec Tyler Morton un joueur qui est dans le circuit depuis un petit moment maintenant. En vrai, il aura 23 ans dans 2 semaines, donc c'est presque un faux jeune. 23 ans pour Tyler Morton. Typiquement, ses premières minutes de Première Ligue avec Liverpool, c'était pas hier, hein, c'était en 2021. C'était un Liverpool qui avait dans son entrejeu donc Morton en 6, Milner, Naby Keita, Sadio Mané était encore là. C'est un Liverpool qui remonte un petit peu. Et c'était en gros ses premières et dernières minutes de première division. Il a fait un mauvais match en plus dans ce match. Et il a enchaîné avec 2 saisons en prêt à Blackburn, où il a beaucoup joué, à Hull, où il a beaucoup joué. Mais quand il est revenu de ses saisons en Championship, à Liverpool, il est revenu dans la réserve, grosso modo 24-25. Il a joué plus de minutes, beaucoup plus de minutes avec l'équipe réserve que dans d'autres configurations. Il n'a quasiment pas joué de la saison. C'est une vraie saison blanche, pas en réserve, pas en pro non plus. Donc il est passé de ces 2 saisons de Championship à quasiment pas de temps de jeu, l'anonymat, 23 ans, il fallait qu'il joue. Il est passé de cette situation-là à aujourd'hui, Tyler Morton, ok, exclu contre Rennes, ça c'était pas ouf, ça m'a pas plu. Mais il est passé de ça à milieu titulaire d'un club qui est actuellement top 4, on verra combien de temps ça dure, j'espère, mais un club qui est actuellement top 4 de Ligue 1, en jouant dans l'ensemble très très bien. Ok, ouais, le carton rouge, ok, 2-3 trucs ici et là, mais dans l'ensemble, il s'est imposé comme un des 3/5 Lyonnais au minimum les plus importants. Il a été nommé joueur du mois d'août en août. Le double pivot Tyler Tanner, il fonctionne très très bien.
et normalement il va durer toute la saison. La courbe de valeur Transfermarkt, elle dit un petit peu tout sur la breakout year de Tyler Morton. Ça, après beaucoup de stagnation, même une régression, ok, là il est en train de se passer quelque chose. Alors, Tyler Morton, il dit toutes les bonnes choses, qu'il adore l'ambiance à l'OL, club incroyable, etc. Il dit aussi une chose, j'aime avoir le ballon et dicter le rythme des matchs. Très très belle qualité technique, qualité de passe, battre la première ligne par la conduite ou par la passe. Ok, tout ça c'est splendide. J'aime avoir le ballon et dicter le rythme des matchs. Ça se ressent aussi dans son impact défensif qui est assez faible. Sur les stats avancées, il est premier centile en interception. Donc littéralement 99% des milieux de terrain font plus d'interceptions que lui par match. Il est 10e en tacle. C'était un petit peu déjà le problème à Liverpool, qui se retrouvait très vulnérable sans ballon en transition défensive dans les matchs où il jouait, pas que dans les matchs où il jouait, mais aussi dans les matchs où il jouait. Et il faut qu'il progresse là-dessus. Je le trouve mieux dans le double pivot qu'en tant que seul 6. Je pense pas que ce soit un seul 6. Et en vrai, dans pas mal d'actions, plus il est haut sur le terrain, quand même, mieux c'est. Aussi parce que je le trouve pas hyper sécurisant comme milieu reculé, avec des pertes de basse dangereuses. On l'a vu dans la pré-saison, on a continué de le voir sur certains matchs de Ligue 1. Il y a des pertes de balles qui ressemblent pas à un 6 parfaitement sécurisant. Le mec, c'est pas Busquets, c'est pas le futur Busquets. Et il dit dans son interview aussi donnée à l'UEFA, interview intéressante, il dit « Je crois que c'est lorsque je joue avec confiance que je suis clairement à mon meilleur niveau. Je suis le type de joueur qui marche à la confiance. Quand elle est élevée, je joue bien. » On sent aussi un petit peu ce truc mental où il peut sombrer dans les matchs, où il enchaîne quelques erreurs. Donc, tout ça, vous voyez à quel point je suis sévère avec Mega. Malgré tout, il est clairement en train de vivre une breakout year. Et ça se passe bien pour lui dans l'ensemble, même plus que bien. On verra à la fin de saison jusqu'où il sera monté. Mais clairement, son rôle est établi. C'est un titulaire pour toute l'année. Ça va être un de nos joueurs très très importants cette saison. Et comme on a quelque chose à faire en Ligue 1, on a aussi quelque chose à faire en Europa League, où il aura des minutes. Il y a un vrai changement de dimension pour lui. Et à la 8e place, je trouve que c'est pas trop haut non plus, donc ça me semble correct. Je mets Tyler Morton. Peut-être qu'en fin de saison, on mettra Adam Garbage. 7e position, Carl, Eta et Young. Pas un nom que je connaissais avant de préparer cette vidéo. Pourtant, c'est vraiment la révélation du début de saison en Espagne. L'année dernière, il était un joueur de réserve qui a fait une grosse saison avec Villarreal B, 30 matchs, 19 buts, 6 passes D, c'est un avant-centre. Ça lui a permis, saison dernière, de gagner, grappiller 4 petites entrées en jeu en Liga avec Villarreal. Il a même marqué sur l'une d'entre elles, ok, intéressant. Et puis, avec le départ de Tierno Barry à Everton, il a été titu les 3 premières journées de la saison avec Villarreal en août. 1 but, 2 passes D sur ces 3 matchs. Et après, comme on sait, Deadline Day, Villarreal a fait Nico Tadze. Ils ont considéré qu'ils avaient déjà pas mal d'avant-centres. Et ils ont vendu Eta et Young 3 millions à Levante. Ce qui ressemble aujourd'hui à une très mauvaise vente et à un top achat. Parce que depuis qu'il est arrivé à Levante, Eta Young, il a marqué dans 4 des 5 matchs de Liga. 4 buts, une passe D. Ça fait un total pour lui cette saison de 5 plus 3 en Liga. Il n'y a que Mbappé et Vini qui ont plus de contributions décisives que Carl, Eta et Young. Ça lui a même permis d'être sélectionné par le Cameroun pour la première fois de sa carrière, le dernier rassemblement, un petit peu comme Yann Diomandé, 2 sélections, 2 titularisations, 85 minutes et 83 minutes disputées. Sur le profil, Carl, Eta et Young, c'est pas vraiment une pointe pure. Il jouait dans le 4-4-2 de Marcelino à Villarreal en tant qu'attaquant un peu plus de soutien, de combinaison. On le voit ici aussi avec Levante, c'est la même chose. Que ce soit à l'époque donc à Villarreal, c'était avec Nicolas Pepe ou avec Gérard Moreno, il était l'attaquant de soutien. Ici, c'est avec Romero à Levante, les deux sont ici. Quand il est trouvé là, superbe petite déviation. Il a cette qualité d'eau au but de déviation. C'est pas un grand gabarit, c'est pas une pointe supersonique, c'est pas un 9 dans le moule Erling Haaland, Sorloth, etc. Grand dadais qui prend la profondeur avec les longues foulées. Pas mal dans le jeu de combinaison, comme ici, 1, 2, encore remise, et puis le petit centre par-dessus pour Romero. Très bonne combinaison. Ici, avec Villarreal, c'était une combinaison un petit peu plus large, avec Nicolas Pepe qui s'appuie sur lui. Pareil, top petite déviation en pleine surface pour Pepe qui conclut, et les deux qui célèbrent ensemble. Donc il a ça dans le jeu de combinaison, et après il a un jeu de tête absolument phénoménal. Carl, Eta et Young. Pour 1m81,
mais en fait, il a un tel jump, un tel timing. Sur ses 6 buts en Liga pour l'instant, il y en a 4 de la tête. Donc, vrai breakout season et gros début de saison, début d'explosion pour Carl Eta et Young, qui manifeste aussi, bon, il joue à Levante, donc ça aide, entre guillemets, mais sur ses stats défensives, 96e centile en tacle, 85e en bloc, 70e en interception. Il fait aussi les efforts défensifs. Et ouais, en Espagne, on parle pas mal de Carl Eta et Young en ce moment. On parle pas mal de ce transfert que Levante a eu vraiment pas cher. Et on parle aussi de sa clause libératoire qui apparemment est à 30 millions. Bon, après, c'est Mundo Deportivo, etc. Mais vous savez, forcément, ça va arriver. Il y a des liens avec le Barça, ici à gauche, à droite. Pas mal le Barça surtout. Mais voilà, Carl Eta et Young, grosse histoire du début de saison. Début de saison, explosion. J'ai un peu triché sur la 6e place. J'aime bien tricher de temps en temps parce que j'en ai mis 2. On fait beaucoup ça. C'est souvent 10. Ici, ça se transforme en 11, 12, 13. Et à la 6e place, j'ai mis à la fois Oscar Bob et Nico O'Reilly. Parce que j'étais parti sur Oscar Bob, biais des offensifs, etc. Et après, je me dis, ouais, mais en vrai, Nico O'Reilly, c'est encore plus hardcore. Les deux sont en train de vivre vraiment leur breakout year. Et Bob, ça fait longtemps qu'on attend le breakout. 22 ans pour lui aujourd'hui. Il avait déjà commencé à intégrer l'équipe première en 2023, on avait déjà vu des minutes en 2023. Saison dernière, 24-25, ça devait être sa saison. Il joue par exemple les 90 minutes du Community Shield contre Manchester United. Il est même passeur décisif dans ce match. Il est clairement un des joueurs, si je fais ma vidéo dans la foulée, les joueurs à suivre de la saison, il est dedans. Oscar Bob pour City, un nom dont on entend parler depuis un moment, dans l'académie, etc. Et maintenant, il démarre très fort titulaire sur le premier gros match de la saison. Malheureusement, entraînement pas longtemps après, fracture de la jambe, il a eu du mal à s'en remettre. Saison blanche en 24-25. 1 an d'attente, 1 an de purgatoire. Mais, première journée, contre les Wolves, cette saison, Oscar Bob, directement titulaire. Et Guardiola en a parlé. Je me rends compte à quel point Bob nous a manqué. Je réalise maintenant, après avoir vu sa première mi-temps et la deuxième, à quel point il nous a manqué la saison dernière. Il est affûté et rapide. Il a des qualités similaires à Phil Foden. Très content qu'il soit de retour. Il va pas mal jouer. Et il a joué 7 matchs de Première Ligue pour City pour l'instant. 4 titularisations pour Bob, dont le dernier match. Les 3 premiers, mais aussi le dernier. Il a joué aussi les 6 derniers matchs de la Norvège. Pareil, 3 titularisations sur les 4 dernières rencontres. Il y a de la concurrence à City, notamment dans ce rôle d'offensif, demi-espace, un peu sur la droite, parce qu'il y a beaucoup de gauchers à City. Tu peux retrouver dans cette position Phil Foden, Savinho, il est un peu plus haut de côté, mais en vrai, il est gaucher aussi. En vrai, il joue sur les 2 ailes. Bernardo Silva, bien sûr, c'est un peu sa zone. Ryan Cherki, quand il reviendra de blessure. Donc, il y a pas mal de monde qui aime bien ce demi-espace droit, là. Mais Bob est en train de saisir sa chance. Pep l'adore. C'est son année. Donc, peut-être que Oscar Bob, ouais, il est en train de faire quelque chose en 25-26. Quelque chose qu'on attendait depuis un moment, avec sans doute le mondial au bout pour la Norvège. Mais, à City, c'est surtout l'année, je pense, de Nico O'Reilly. Latéral gauche, 1m93. Il vient d'enchaîner 4 titularisations consécutives sur les 4 derniers matchs de Première Ligue. Il vient d'enchaîner 2 titularisations consécutives, 2 fois 90 minutes sur les 2 matchs de Champions. Ça lui a valu d'être sélectionné au dernier rassemblement de l'Angleterre, même s'il n'a pas joué. Il était dans le groupe, sélectionné par Tuchel, et même il y a quelques jours, nominé Golden Boy 2025. Alors ça, si on parle de breakout, et on commence à arriver dans les très gros breakouts, les très grosses éclosions, ouais, Nico O'Reilly, il est en plein dedans. Le profil, j'aime beaucoup. Il est tenace dans les duels en 1 contre 1. Ici, il a été top. C'était un match contre Burnley, notamment, que j'ai regardé pas mal de séquences de cette rencontre pour voir un petit peu le profil. En 1 contre 1, top. Sur la contre-pression, top. Les longues pattes, en plus, qui aident là-dessus. Il y a un moment, Kyle Walker a signé à Burnley, bien sûr. Et il y a un moment, il y a Kyle Walker qui déborde. Il a à peu près 5 mètres d'avance sur Nico O'Reilly au départ de l'action. Il a un petit peu perdu de vitesse, Kyle Walker, mais Nico O'Reilly, il est pas mal aussi. Les longues foulées lui permettent de rattraper son retard, de contrer le centre. Pas mal. Avec ballon, il est plus joueur de demi-espace que de véritable largeur. C'est vraiment Doku, la largeur. Et du coup, beaucoup de dédoublement intérieur
de Nico O'Reilly, qui se projette énormément. Beaucoup de demi-espace et beaucoup de projections dans la surface. Ici, servi par Doku, centre, corner gagné. Ouais, voilà, on le voit ici. Très très à l'intérieur, un petit peu position Luis Scully parfois, mais avec beaucoup plus d'appels profonds. Et je pense avec sa grande taille, Guardiola, depuis un moment, aime bien les latéraux grands, l'importance des coups de pied arrêtés. C'est ouf d'avoir plus de taille encore sur ces coups de pied arrêtés. Mais même sur des séquences de jeu ouverts comme ça, Doku, 1 contre 1, Nico O'Reilly s'est projeté, il a fait baisser la ligne avec cette menace d'appel profond, mais après il continue de rester dans la surface sur ce centre. Ça va donner un but, si je dis pas de bêtises, de Reinders ou de Nunes, le 2-1 contre Burnley. Sur ce centre de Gvardiol, il reste ici aux avant-postes jusqu'au bout de l'action, et très très régulièrement on le retrouve dans cette situation parce qu'il a un top jeu de tête, il a la taille pour. Là, c'est un ballon gagné, pareil, sur du jeu aérien, contre-pression, et un nouveau cycle de possession peut être enclenché, même un corner gagné, parce qu'il tente sa frappe, tente sa chance, et sur le corner, il est ici en train de menacer au premier poteau. Donc ouais, beaucoup de qualité de projection, intelligence dans le déplacement, et de la taille, ça en fait une vraie arme latérale pour Manchester City. Et alors, début de saison, bien sûr, ça devait être Aït-Nouri, le latéral gauche, mais il s'est blessé. O'Reilly en a profité. Peut-être que quand Aït-Nouri revient, peut-être dès ce week-end, peut-être qu'O'Reilly rétrograde et repasse sur le banc. Mais il faut dire qu'avec O'Reilly, City marche bien. 7 titularisations pour lui sur les 7 derniers matchs, 5 victoires, 2 nuls. Ils n'ont plus perdu depuis qu'il est là. Peut-être que Doku, O'Reilly, c'est un peu plus complémentaire sur l'utilisation de la largeur que Doku, Aït-Nouri. Ce genre d'action, par exemple. Et il est assez flexible positionnellement. Nico O'Reilly, il a joué aussi milieu central. Il dit, quand je suis arrivé à l'académie de Manchester City, justement, je jouais plutôt latéral gauche. Après, j'ai été bougé au milieu de terrain, un peu plus offensif. Après, milieu défensif. Maintenant, je me retrouve latéral gauche. Donc, ouais, classique de ces joueurs City, de ces nouveaux joueurs anglais, qui sont très flexibles et polyvalents. Et pour O'Reilly, c'est vraiment la très très grosse année. Donc, je l'ai mis 6ème, mais limite, ça pourrait être plus haut parce qu'il est vraiment en train de s'imposer comme un top joueur d'un top club, et on va sans doute le voir avec encore de plus grosses minutes. Peut-être même être à la Coupe du Monde, parce que je pense qu'il y a des places à prendre à niveau latéraux. Et voilà pour Nico O'Reilly. À la 5ème place, bien sûr, si on parle de breakout, et c'est un des premiers noms auxquels j'ai pensé en faisant cette vidéo, c'est Mayulu. Peut-être que lui se dira, par rapport à ce qu'on se disait, 25-26, mon année d'éclosion, peut-être que lui se dira quand même que ça a commencé un peu plus tôt, genre quand il a marqué un but en finale de Champions. Mais ce début de saison, il est quand même en train de passer une vitesse. On en a pas mal parlé de Seny Mayulu depuis quelques mois, donc je vais pas tout redire, mais on avait fait notre joueur pivot du PSG, parce que le PSG avait besoin d'un petit peu plus de profondeur d'effectif. Est-ce qu'il pouvait choper avec Mayulu un 14e, 15e, 16e, 17e joueur de rotation? On a parlé l'autre jour, quel est le plafond de Mayulu? C'était une des questions qu'on se posait par rapport à ça, donc voilà. Le sens du but, contre le Barça, top match. L'activité défensive aussi, joueur intelligent, pas un grand gabarit, pas une accélération phénoménale, mais juste bien placé, science technique, très très opérant dans le football liquide de Luis Enrique, un mix entre Titi et Massian. Très très bon joueur et gros début de saison qu'il est en train de faire. Bien sûr, il profite de l'absence d'Ousmane Dembélé. Si Dembélé était là, il n'aurait pas démarré à Montjuïc, il n'aurait pas démarré autant de matchs. Mais en l'absence de Dembélé, c'est lui qu'Enrique a choisi, pas Gonzalo Ramos. Et ça, quand même, déjà contre l'Atalanta, ça m'avait surpris, mais ça avait été très très notable. Il est en train de devenir, devant Ramos, et quelque part avec sa flexibilité, devant Zahir Emery, devant Kang In-lee, il est en train de devenir, je pense, le 13e joueur du PSG, Seny Mayulu. Il y a le 11 titulaire plus Barcola en 12e homme. Et maintenant, il y a Seny Mayulu, c'est un peu le 13e nom. Donc, très intéressant. J'aurais pu aussi un peu parler d'Ibrahim Mbaye, mais Mayulu a eu plus de minutes clés et il a brillé plus fort encore. Donc, ouais, clairement, breakout year complète pour Seny Mayulu. Et on verra si ça continue. 4ème place, c'est un autre type de breakout. C'est Elliot Anderson. C'est un autre type parce que on peut argumenter, pour Elliot Anderson de Nottingham Forest, on peut argumenter que son breakout, c'était vraiment la saison dernière, où il est passé en 23-24, 21 apparitions en Première Ligue pour Newcastle, mais c'était surtout des bouts de match, c'était pas beaucoup de minutes au total, et il est passé de ça à 37 matchs joués en Première Ligue avec Forest.
finit sur 24 titularisations consécutives en Première Ligue. Donc voilà, c'est ça sa vraie année où il devient un titulaire, un taulier d'un club de Première Ligue. Mais là, il est en train de vivre un second breakout. Il passe une dimension supplémentaire encore. C'est qu'il est devenu le milieu central titulaire de l'Angleterre. Aux côtés de Declan Rice, il y a maintenant un double pivot très très clair. C'est Rice et c'est Elliot Anderson. Et ce sera ça, sans doute, jusqu'à la Coupe du Monde. Parce qu'il a totalement conquis les observateurs sur les 2 derniers rassemblements internationaux, où il a joué les 4 matchs titulaires, 3 fois 90 minutes et 69 contre le Pays de Galles. Les stats avancées, elles sont assez spectaculaires avec Elliot Anderson. L'autre jour, le plus de passes, le plus d'occasions créées, le plus de tacles, le plus de fautes remportées, le plus de duels remportés. Most duels won, ça c'est dans quasiment tous ses matchs avec l'Angleterre. Le radar statistique FBRF, je ne vais pas vous faire toutes les stats. Disons qu'il y a beaucoup de vert. C'est sympa, c'est le fond d'écran Windows XP. Et sur ça, quand vous allez sur FBRF pareil et que vous regardez les joueurs de Première Ligue, on peut faire un CTRL F Elliot Anderson, il y a 13 entrées. Il a en Première Ligue cette saison le plus de passes à destination du dernier tiers, le plus de passes progressives. Il est premier de beaucoup de classements. Et le deuxième nombre d'actions qui amène à un tir, derrière seulement Bruno Fernandes. Pareil en action qui amène un tir par 90 minutes. Il est 6e en tacle. Il est premier en ballon touché. Il n'y a personne en Angleterre qui a touché plus de ballons qu'Elliot Anderson. Il est 2e en progressive carrying distance. Beaucoup de portée aussi. Ouais, il est devenu vraiment un indépassable. Et aussi avec les 3 Lions. Et je pense qu'il sera titulaire à la Coupe du Monde. Donc, c'est bien d'être un pilier de Nottingham Forest en 2024-2025. Mais là, il est en train de devenir un joueur clé majeur du foot mondial. Alors les Anglais abusent tout le temps bien sûr et je pense pas qu'on puisse se fier souvent à leur presse, mais le Daily Express parle d'une proposition qui est en train d'être formulée par Chelsea et peut-être même Manchester City de 75 millions de livres pour Elliot Anderson au prochain mercato, à prendre avec beaucoup de pincettes. mais le simple fait que ces rumeurs soient en train de surgir ou même être inventées par des journalistes, quelque part elles sont indicatives du changement de statut d'Elliot Anderson. Il a fait la une de cette publication il y a quelques jours. Voilà, il change absolument de dimension. Et peut-être si je triche encore un petit peu, j'aurais pu en ajouter un autre dans cette catégorie. Les mecs qui, avec le nouveau statut qu'ils sont en train d'acquérir en sélection anglaise, passent un cap, c'est Jed Spence, qui était déjà titulaire deuxième partie de saison sous Postecoglou avec Tottenham, mais a continué de l'être sous Franck et a joué les 3 derniers matchs de l'Angleterre, dont les 2 derniers en tant que titu. Un à droite, un à gauche en plus, donc polyvalent. Est-ce que Nico O'Reilly prendra la place à gauche ? Est-ce que Jed Spence restera titulaire ou plutôt à droite ? Il y a du monde à droite aussi. Mais ouais, Jed Spence, on aurait pu en dire un petit mot. On en dit un petit mot. Mais surtout, Elliot Anderson. Et alors après, on monte sur le podium, et c'est un sacré podium. Il y a d'abord le premier nom auquel j'ai pensé au moment de faire cette vidéo. Can Uzun. 19 ans pour Can Uzun de l'Eintracht. Il avait déjà joué la saison dernière en Bundesliga, après 2 années de prêt à Nuremberg en Bundesliga 2, et notamment la 23-24, où il avait fait très fort. On en avait pas mal parlé à cette époque, enfin, pas nous sur la chaîne, mais en général dans le foot allemand. En 24-25, 20 apparitions avec l'Eintracht, mais seulement 668 minutes cumulées, donc pas beaucoup de temps de jeu en tant que titulaire. Cette année, il en a déjà quasiment autant, et on est mi-octobre. 6 matchs de Bundesliga, 6 titulaires. Il a joué de la Champions, titulaire aussi. En gros, il a 8 titularisations Bundesliga plus PL, 6 buts, 3 passes D. La Bundesliga a fait une petite vidéo YouTube l'autre jour. Est-ce qu'il est le meilleur jeune d'Europe en ce moment ? Il est passé de 18 millions Transfermarkt fin de saison dernière à 45 en l'espace de 3 mois. Il est hardcore. C'est donc un 10 qui a un petit peu de neuf en lui, qui adore être dans la zone de vérité, qui est très élégant. 1m86, donc de la taille, beaucoup de dribbles en pleine surface, technique. Et avec Nuremberg, il y avait des actions assez hardcore, genre celle-là entre 3-4, des petites semelles comme ça, et puis fini avec beaucoup de flair. Il n'est pas hyper rapide, il n'y a pas une grosse accélération pour Can Uzun, mais il est rapide là-haut, et il est rapide dans les enchaînements techniques. Il est très fin.
il y a presque un peu de Javier Pastore en lui, mais avec plus d'instinct tueur dans la zone de vérité. Il a par exemple même un petit jeu de tête, là sur ce centre, il vient finir dans les 6 mètres. Il a joué des matchs neufs dans sa carrière, et il y a un peu ce côté froid devant le but, froid dans la surface, pour ajouter à son côté chaud de ses touches de balle, très soyeuses, très belles. Il fait un début de saison tonitruant. Et il est peut-être la prochaine très grosse vente de l'Eintracht, qui fait beaucoup de très belles ventes. Magnifique début de saison pour Can Uzun, qui est clairement peut-être le breakout player ultime de la saison, parce que les autres, j'ai hésité à les inclure, parce que c'est pas autant passer du statut quasiment inconnu à méga crack, super potentiel, genre tous les gros clubs vont être sur lui comme Can Uzun. C'est d'abord deuxième position, un autre Turc, et ça peut surprendre un peu, Kenan Yildiz, parce que en gros l'année passée, il a déjà passé une énorme vitesse, son temps de jeu en attestait, il fait un très très gros jump, c'était le joueur clé, un des joueurs clés, / le joueur clé de la Juve l'année dernière, mais je pense que cette année, il est encore en train de passer une vitesse supplémentaire, c'est-à-dire de joueur clé de son club à meilleur joueur du championnat. Pour moi, je pense qu'Kenan Yildiz est aujourd'hui, à 20 ans, le meilleur joueur de Serie A. Transfermarkt a revu ses valorisations et l'a placé 3e. Il est maintenant à 75 millions, il a fait un énorme jump. Peut-être à 45, un truc comme ça, 75 maintenant. Il n'y a que Lautaro Martinez et Alessandro Bastoni qui sont devant. Il a 20 ans, donc il sera sans doute très vite tout en haut. Et le début de saison qu'il est en train de faire, si vous avez vu des matchs de la Juve, si vous avez vu des matchs de la Turquie, il est absolument choquant. Contre l'Espagne, je trouvais que c'était le seul à avoir surnagé. On avait analysé ce match sur la chaîne. Les résumés que j'ai vus contre la Bulgarie, contre la Géorgie, il est juste trop fort. Il trouve constamment les espaces. Dans la surface, il a un pied magique, que ce soit sur la combinaison, les passes décisives, que ce soit sa frappe laser ou alors enroulée. Il a beaucoup raffiné son jeu, je trouve, par rapport à la saison dernière et la saison d'avant encore plus. Mais il y a toujours autant de volume. C'est juste, plus tranchant. Et il a que 20 ans. Donc je trouve vraiment que Kenan Yildiz, c'est hardcore. Et l'année dernière, c'était déjà une breakout year classique. Là, c'est la breakout year en mode superstar du foot mondial. Et je pense quand même que ça méritait d'être dans ce classement parce que 24-25, il va considérer que ce sera sa saison où il devient vraiment un joueur. Mais là, 25-26, c'est la saison avec potentiellement le mondial au bout où il devient une méga star. C'est le niveau qu'il est en train de montrer en ce moment. Et on aura donc 3 Turcs dans le top 3. Parce que si à la deuxième place, j'ai mis Kenan Yildiz et Can Uzun, donc 3e. Première position. Arda Güler, c'est obligé d'être le breakout mec du début de saison. Le breakout ultime. De, grosso modo, même s'il avait joué pas mal de matchs en Liga, c'était beaucoup d'entrées en jeu et des titularisations à la fin, quand la saison du Real était un petit peu terminée. Et pas à sa position. Il est passé de ça à joueur majeur absolu de Xabi Alonso. C'est simple. Depuis que Alonso est arrivé, il a joué les 18 matchs. Coupe du monde des clubs, les 16 matchs, pardon. De Coupe du monde des clubs, Liga et Champions League, les 16, 14 titularisations. Il est juste pas titulaire le premier match contre Al Hilal, début de Coupe du monde des clubs, et un match il n'y a pas longtemps, je pense, de milieu de semaine de Liga. Mais il a joué tout. Il a 4 buts, 6 passes décisives là-dessus. Il n'y a pas énormément de choses qui marchent au Real, à part le fait qu'il gagne tous les matchs quasi, à part contre l'Atleti, mais ils sont quand même premiers de Liga. Mais dans le jeu, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont en train de marcher, mais la relation Güler-Mbappé, elle est en train de marcher très très fort. Donc son changement de dimension, de mec de rotation, pas vraiment respecté, pas vraiment mis à sa position, à aujourd'hui, c'est quasiment lui qui a les clés du jeu du Real. Et on parle du Real. Ouais. Breakout total d'Arda Güler. Et on verra jusqu'où ça va avec le Real Madrid, mais aussi avec la Turquie, qui est, comme on a dit, à notre top 3 de la vidéo. Mais pour la qualif Coupe du Monde, franchement, c'est dommage qu'il soit tombé dans le groupe de l'Espagne. C'est vraiment pas de chance. Parce que, donc, ils vont terminer deuxième, sans doute. Et ils vont devoir jouer un tour de play-off. 2 tours de play-off. Parce qu'en gros, on va prendre 16 équipes
tous les deuxièmes de groupe, plus des équipes de Ligue des Nations qui ont pris leur billet via la Ligue des Nations. Et à la fin, il en restera 4. Ça va faire demi-finale et finale en un match sec. Ce sera en mars, 26 mars et 31 mars, si je dis pas de bêtises. Les gars, il faut vraiment que la Turquie soit à la Coupe du Monde. Je me souviens, il y a 4 ans, c'était la Norvège. J'étais trop dégoûté de ne pas voir la Norvège. Norvège d'Odegaard, de Haaland. Il y a 4 ans en plus, les promesses, petites pépites. Grave envie de les voir à la Coupe du Monde. Là, la Turquie de Can Uzun, Kenan Yildiz et Arda Güler, si elle n'est pas au mondial, ça va faire mal, surtout en étant tombé dans le groupe de l'Espagne, en ayant gagné tous les autres matchs, à part la gifle qu'ils ont pris 6-0, 0-6 même contre l'Espagne. Tout le reste, ils ont gagné. Donc ça va pas être facile. J'espère qu'ils vont le faire pour notamment ces 3 mecs-là. Et Arda Güler que j'ai mis à la première place. Et voilà, 10 mecs. Je pense qu'on a fait les 5 championnats majeurs. Et alors, si je dis pas de bêtises, et tout ça, c'est totalement involontaire. J'ai pas voulu me mettre de restrictions. Et pourtant, je pense qu'on a fait les 5 championnats majeurs. Et si je dis pas de bêtises, 2 mecs. Bon, 3 pour l'Angleterre, comme on a triché, on a mis Aurélie et Bob. Mais sinon, 2 entrées par championnat majeur. On a aussi pas mal de flexibilité, en tout cas de variété positionnelle. Bien sûr, on termine par 3 offensifs, et bien sûr, les offensifs sont plus visibles. Mais on a quand même 2 milieux reculés avec Morton et Anderson. On a un latéral gauche, O'Reilly. On a un défenseur central, Jacobo Ramon. On n'a pas de gardien. Est-ce que vous en avez un? Et peut-être qu'en fin de saison, ces noms seront très différents. Peut-être que là, ils sont en train d'exploser, mais que ça va faire pchit et qu'on verra rien. Et à la fin de saison, on dira, bon, c'était juste l'espace de quelques mois. Ce qui est sûr, c'est qu'en fin de saison, il y aura des noms qu'on n'a pas mentionnés ici. Parce que la saison dernière, pour moi, le joueur qui a le plus explosé, le joueur qui a le plus breakout de tous, c'est Désiré Doué. Et Désiré Doué, en octobre, il n'y avait pas grand-chose encore. On sait comment ça a fini. Donc peut-être qu'en fin de saison, un mec comme, je sais pas, juste des noms que je mets comme ça, qui est Petar Sucic, Marc Bernal, qui est adoré par Flick, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu pour l'instant. Lennart Karl, quand tu as Michael Olise devant toi, ça va peut-être être difficile de prendre beaucoup de temps de jeu. C'est la même chose que je me dis pour Robinho Vaz, il y a du monde à l'OM. Il a fait quasiment tous les matchs, je crois. Il a fait tous les matchs de Ligue 1, peut-être toutes les entrées. Mais ça va être dur de prendre vraiment beaucoup de temps de jeu. Donc on verra, il part d'un peu plus loin. Pareil pour Max Doman, typiquement Max Doman, énorme crack. Mais je pense pas que 25-26, ce soit sa breakout year. Plus 26-27 peut-être. Mais on verra. Il y a quand même du monde à sa position. Et c'est pas facile de jouer Arsenal. Mais ouais, on verra. C'était mes breakout players. Et du coup, la petite surprise, elle est là. Matas Buzelis. Ça, c'est mon 11e breakout player. Je l'ai drafté et j'ai regardé sa pré-saison. Waouh. Si vous kiffez un petit peu la NBA ou si même vous kiffez pas forcément la NBA mais que vous avez envie de parler d'un mec qui est en train de faire un début là, une pré-saison intéressante et qui pourrait exploser sur ce début de saison, c'est Matas Buzelis. Si je dis pas de bêtises, 20 ans, 22 ou 20 21 ans pour Buzelis. Ailier fort, donc 4 de Chicago. Il fait genre 2m8. Les chiffres varient un petit peu. Mais je vous ai fait une petite compile. Et on va regarder ça ensemble. C'est un petit bonheur. Il est ici, là. Ouais. Beaucoup d'athlétisme. Beaucoup de dunk en transition. Ah, les Bulls sont une des équipes qui joue le plus vite, on va le voir. C'est alley-oop. Grosse vitesse, vraie équipe de transition comme ça, direct la récupération. Hop. En plus, il a un petit tir à 3 points. Ça, déjà, la saison dernière, on l'a vu. Mais aussi, beaucoup de finesse. Genre là, par-dessus Jokic. Après, Jokic n'est pas un très bon défenseur. Mais quand même, c'est des belles images. Hop. Des petits lay-up malins. Finger roll. Magnifique. Et là, ouais, autant Jokic n'est pas un top défenseur, mais Rudy Gobert, c'est quand même un peu plus costaud et magnifique. Là, wow.
Et ouais, il y a aussi un petit tir à 3 points. Il en a mis quelques-uns. Donc là, sur les derniers matchs de pression, les 2 derniers contre les Wolves et contre Nuggets, je pense 40 points sur les 2 matchs, un truc comme ça. 5 ou 6 tirs à 3 points. Pas mal de dunks comme on a vu. Thought about it. Buzelis would take it instead, and he drains it from the corner. Good ball movement by the Bulls that time. Matt Collins and Jalen Smith. Catch and shoot three. Buzelis drops it. Minus Buzelis. Et la dernière chose, donc, ailier fort de 2 mètres. Regardez. 2 mètres 08. Le chase down block. Il a pas mal d'envergure et que pour défendre vraiment à l'intérieur. Pas mal aussi. Donc, sur Jamal Murray ici. Contre les Nuggets, l'avant-dernier match, 5 blocs. Notamment là sur Valanciunas, le deuxième pivot, donc un gros guerre. Boum. Et enfin le dernier. Sur Jokic, donc pas mal du tout. Je kiffe bien ma tasse. Et c'est mon joueur à suivre du début de saison. On va voir sur les prochaines semaines. Trop hype que la NBA reprenne. Ouais, ça va être pas mal. Eux, ils étaient en train d'exploser. On verra aussi, notamment ce week-end, si ça continue. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Format podcast, longueur podcast, petite 45 minutes passées ensemble. Maintenant, c'est l'heure de partir en week-end. Et il y a des gros matchs ce week-end. Le Classiqueur demain, le Derby d'Angleterre dimanche. Je pense qu'on va se retrouver pour en parler, soit une vidéo par match, soit peut-être dimanche les 2 matchs en une vidéo, un peu récap avec d'autres trucs que j'aurais regardé. On verra, mais j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Merci d'avoir été là les potes. Passez un très très bon week-end et on se dit à très vite. Bisous.